Allez, aujourd'hui, on vous dit pourquoi il ne faut pas redouter de crise grave en Chine. C'est l'opinion, c'est l'avis de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, c'est un peu seul. Enfin, quand on écoute, il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes qui sont convaincus que la Chine va connaître sa première grande crise, bientôt horizon un an ou deux. Pour vous, tout va bien, il n'y a pas de crise en Chine possible. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le modèle économique évolue dans le bon sens, c'est ça? Il y a deux sujets en Chine. Il y a ceux qui annoncent une crise de croissance et ceux qui annoncent une crise de la dette. Alors, ces deux sujets sont liés. Alors, crise de croissance, là, honnêtement, c'est pas très sérieux de l'annoncer. La croissance en Chine, elle est restée au voisinage de 7%, avec un changement de la structure de l'économie chinoise qui est extrêmement impressionnant, avec la montée très rapide en gamme. L'investissement dans les nouvelles technologies, où il y a les robots, les matériels de télécom, les ordinateurs, etc., il croît de 25 à 30% par an. L'investissement dans les machines industrielles, le matériel traditionnel de l'industrie, c'est zéro, et c'est même négatif sur un an à la fin de 2017. Et donc on a vraiment, les services croissent de 8 à 9% par an. Et donc, on a vraiment une économie qui évolue dans le sens qui était désiré d'ailleurs par les gouvernements chinois successifs. Moins d'industrie, moins d'industrie bas de gamme, plus d'industrie haut de gamme, une industrie qui se modernise. La Chine achète un tiers des robots mis en place dans le monde. Alors, le taux de robots, il est toujours faible. Il est de la moitié à peu près du taux de robots en France, qui est lui-même la moitié de celui de l'Allemagne. Mais à la vitesse où la Chine se robotise, dans 3-4 ans, elle aura la même robotisation que la France. Et dans une dizaine d'années, elle aura celle de l'Allemagne et du Japon. Et donc, l'industrie monte en gamme très vite. Les Chinois, la consommation est extrêmement forte. Inflation faible et salaires qui augmentent de plus de 10% par an. Et les Chinois consomment de plus en plus de services et de moins en moins de produits industriels. Il commence à y avoir un phénomène normal en Chine qui est que les gens sont équipés. Donc ils passent de l'industrie au service. Et ceci se fait bien avec en plus des grands programmes d'infrastructure. Vous savez, le fameux One Way, One Belt. One Belt, il y a ça plein de noms différents. Nouvelle route de la soie, on a appelé ça aussi pendant un moment. Qui sont toutes ces grandes infrastructures entre la Chine et d'autres pays qui vont jusqu'à l'Europe à un certain moment, mais qui vont au Pakistan, qui vont au Kazakhstan, qui vont en Russie. Et qui évidemment tire aussi l'économie chinoise et qui lui ouvre de nouveaux débouchés. Donc l'économie, honnêtement, l'économie réelle... Donc le fameux hard landing, vous n'y croyez pas? Non, sur l'économie réelle, non, vraiment, c'est pas possible. La Chine devient progressivement et à une vitesse contrôlée une économie haut de gamme de services. Donc exactement ce que les gouvernements chinois essayent d'obtenir. Par contre, en face, il y a beaucoup de dettes. Alors pourquoi d'abord pourquoi on a de la dette? Parce que dans ce process... les gouvernements chinois aussi essayent d'empêcher l'effondrement de la vieille industrie. La vieille industrie, c'est la sidérurgie, le textile bas de gamme, les biens de consommation bas de gamme, les mines de charbon, etc. Cette vieille industrie, c'est toujours très très important. Ça maigrit, parce que ça maigrit. Elle croît, disons, elle a une croissance qui est à peine positive, alors que la Chine croît de 7% par an. Donc le poids de cette vieille industrie dans l'économie chinoise diminue très rapidement. Simplement, on ne peut pas la laisser s'effondrer. Elle s'effondrerait si on ne la soutenait pas, parce que d'abord, elle n'est plus compétitive. Les salaires en Chine sont trop élevés pour continuer à fabriquer de la vieille industrie. Le gouvernement chinois ne peut pas... Qu'est-ce qu'on entend par vieille industrie? À nouveau, c'est ce que je disais. C'est les biens intermédiaires, les biens de consommation bas de gamme, les équipements ménagers, les fers à repasser, les chaussures, les pantalons. Et puis, à nouveau, la vieille industrie lourde, l'équivalent, le charbon, l'acier, etc. Tout ça est soutenu avec en plus un autre secteur qui est aussi très fortement soutenu par le crédit, qui est la promotion immobilière, par le crédit. Le crédit fait par des banques d'État à ces entreprises qui sont souvent des entreprises d'État, de façon à ce qu'elles meurent doucement. Donc que je comprenne, il y a beaucoup de crédits et beaucoup de dettes. Oui, alors il y a beaucoup de dettes qui est fait par des banques d'État chinoises à des entreprises en difficulté. Parce qu'on veut à nouveau gérer en douceur leur extinction et pas les laisser s'effondrer brutalement. Alors, ce qui part d'un bon sentiment. Mais on ferme des mines de charbon, on ferme des centrales, on ferme des usines sidérurgiques, on ferme du textile bas de gamme, mais simplement, le gouvernement chinois ne va pas laisser 15% des Chinois perdre leur emploi tout de suite. Donc ça se fait lentement, et pour tenir et pour financer aussi la poursuite d'un niveau de construction immobilière très élevé qui est nécessaire, on prête à des emprunteurs en difficulté, ce que les Chinois appellent les zombie companies. Oui, sauf que ça s'appelle des emprunts douteux, et on sait parfois que ça vient plomber les comptes des banques. Donc ces crédits arrivent bien entendu dans les bilans essentiellement des grandes banques chinoises et aussi d'ailleurs des plus petites banques, des banques municipales, des banques régionales.
Et pourtant, quand on regarde les chiffres qui sont certifiés par le régulateur des banques chinoises, les crédits douteux dans les bilans des banques chinoises, c'est 1,7% du total des prêts, c'est-à-dire c'est à peu près le même chiffre qu'en France et c'est 7 fois moins qu'en Italie. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les banques nettoient leur bilan en temps continu et par plusieurs technologies, mais dont la plus importante, c'est des swaps de dette contre de l'equity, où en fait, on va transformer, quand une banque chinoise a fait un crédit, je prends un exemple au hasard, un sidérurgiste en difficulté, il va transformer ce crédit en une action du sidérurgiste, et cette action, la banque chinoise va la vendre à ce qu'on appellerait nous une banque privée, que les Chinois appellent un Wealth Management Unit, donc quelqu'un qui gère des fonds d'investissement. Et on va retrouver cette action ça sort du bilan de la banque. Et donc ça sort du bilan de la banque et c'est distribué comme fonds. Ça me rappelle pas un peu les subprimes, ça? Alors ça rappelle les subprimes, mais c'est quand même beaucoup mieux fait que les subprimes parce que c'est saupoudré, donc il n'y a pas de concentration. C'est ce qu'on disait aussi. Non, mais c'était pas vrai dans le cas des subprimes. Là, mais alors du coup, vous retrouvez ces mauvaises actions dans les bilans des assureurs vie, dans les fonds de pension et dans les gestions de fortune. Et alors, le gouvernement chinois a une attitude un peu ambiguë, parce que d'un côté, il est extrêmement content que les banques nettoient leur bilan, parce qu'il n'y aura pas de crise systémique des banques en Chine. Vous avez transformé la crise systémique des banques en un appauvrissement des épargnants, puisqu'ils achètent ces mauvaises actions. Donc, comme j'expliquais l'autre jour à des camarades chinois, en fait, les Chinois ont inventé l'ISF qui recapitalise les banques. Ce qui est une technique assez efficace. La morale peut-être la réprouve, mais d'un point de vue économique, évidemment, ça évite d'avoir un problème bancaire. Il n'y a pas de problème bancaire en Chine. Ce sont les épargnants chinois qui prennent la peau. C'est une taxe, en fait, sur les épargnants. C'est un ISF. Sans que ce soit dit. C'est une taxe sur les épargnants, simplement, elle est opaque, complètement. Pas de crise en Chine, mais et l'immobilier, on parle de bulle immobilière, les marchés actions. Alors, le marché actions, c'est un casino où très très peu de Chinois vont, et d'ailleurs qui est très calmé. Quand vous regardez les grands chocs à actions en Chine, c'est terminé. Aujourd'hui, le marché actions chinois, les marchés de Shanghai, il est extrêmement plat. L'immobilier, si vous regardez l'ensemble des villes, parce que ça dépend un peu des endroits, les prix sont à 0% sur un an. Non, le vrai sujet de la Chine, c'est qu'effectivement, ils ont besoin, alors c'est pas dans 50 ans, pendant quelques années, de tenir à bout de bras un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent pas laisser disparaître aujourd'hui. Et pour ceci, il faut continuer à leur faire du crédit. On ne peut pas leur couper les lignes de crédit. Ces crédits, assez souvent, ne sont pas remboursés. Et ceci est financé par une taxation occulte de l'épargne des Chinois. Et qui l'acceptent? Qui ne le savent pas le plus souvent. Alors, par ailleurs, le gouvernement chinois met quand même des bornes. Par exemple, il y a une régulation qui était passée au milieu du mois de décembre et qui explique que les gens qui gèrent, les gérants de fortune en Chine ne peuvent pas annoncer des rendements absolument faramineux. Ils doivent annoncer à leurs clients le vrai rendement des actifs qu'ils détiennent et pas leur dire « tu auras 15% quoi qu'il arrive », ce qui est en général pas vrai. Donc il y a un peu de régulation aussi de ce monde de la gestion de fortune. Donc pas de crise grave en Chine, écoutez Patrick Artus, dans les prochaines années. Alors tous les grands pays ont toujours connu des crises de croissance et pour vous donc ça sera linéaire, il n'y aura pas de choc. C'est un pays qui est très bien géré. C'est un pays, la Chine, qui est très bien géré, de façon très intelligente, et qui en plus bénéficie du fait que le taux d'épargne est de 46%. Donc quand vous êtes assis sur une montagne d'épargne, ça vous donne le droit de faire quelques bêtises qui seraient dramatiques dans un pays où il y a peu d'épargne. Bon, merci à vous, merci pour ces commentaires. C'est signé Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci.